qu'on a laissées en Algérie. Des unités parachutistes ont été dissoutes, d'autres reviennent peu à peu en métropole. La pause pour l'armée française sera de courte durée. En effet, de 1969 à 1972, les soldats reprennent pied au Tchad, en particulier la CPI, qui connaît des accrochages, des combats, des embuscades très sévères. En 1975, c'est le Liban qui se réveille avec le commencement d'une guerre civile qui durera 15 ans, avec des conflits entre Syriens, Palestiniens, Israéliens. L'ancienne Suisse du Proche-Orient est une véritable mosaïque militaire, des centaines de milliers de combattants de 18 nationalités différentes campent sur un territoire grand comme le département de la Gironde. Les mobiles des uns et des autres restent très divers. Il y a deux religions principales, les catholiques, avec le président du pays qui est catholique, et le premier ministre est musulman. C'est écrit dans la Constitution. Mais aujourd'hui, les musulmans sont plus nombreux, ils lorgnent la place de président. C'est aussi une guerre de territoire. Les Palestiniens cherchent une terre où se poser, mais aussi une guerre de l'eau. Les Israéliens tiennent ferme la rivière de Litanie. Ils restent proches des sources du Jourdain au pied du mont Hermon. Et il y a ces diverses milices dans la montagne du Chouf. Walid Jumblat règne en maître. Il s'en prend aux chrétiens qu'il affame, les laisse dans le froid et la neige jusqu'à brûler les églises. Il faut contenir les ambitions régionales de certains, comme Nabi Berri, qui encourage les débuts du Hezbollah ou du djihad islamique. Il y a les phalanges chrétiennes, celle de Samir Jaja, celle du général Hamid. Le Liban, début de l'année 1978, appelle la France au secours. C'est le troisième imprimant, avec son chef de corps, le colonel Salvan, qui est choisi, accompagné de plusieurs compagnies. Les paras sont jeunes, mais bien entraînés. Les cadres qui reviennent du Tchad veillent au grain. Plutôt que monter la garde dans leur quartier, les jeunes papas sont volontaires pour aller avec leurs camarades pour une vraie mission au Liban, aider à retrouver la paix dans ce pays, aider les populations qui souffrent tellement. Les papas du 3 sont dans la région de Tyr, la capitale de la Cour, Sidon, la capitale du Verre. Cette région a été foulée par les pas du Christ et de la Vierge Marie. C'est le nord de la terre promise d'Israël, devenu depuis le sud du Liban. Dès leur arrivée, les paras ne sont pas désirés visiblement. C'est au cours de l'un de ces tirs que le caporal-chef Alain Godiris sera tué, le premier paramant pour la France. Il a donné son nom à la salle qui vous a accueilli tout à l'heure quand vous êtes arrivés au quartier. Des accrochages se multiplient, ainsi que les embuscades. Une patrouille française est encerclée par 60 Palestiniens. Le chef, avec sa main, montre qu'il veut les égorger.
ont fait appel au chef de corps. Au cours d'une réunion, pour apaiser la situation, le feu est mis à un marquement. Nouvelle embuscade. Les véhicules des paras foncent au milieu des tirs sans perdre. Un feu nourri contre les assaillants. Nos paras s'en sortent grâce aux grenades, mais une AML est touchée, un lieutenant est blessé. Un autre moment, ce sont 100 Palestiniens progressistes qui harcèlent un convoi français. Une roquette vise le colonel Salva. 2 paras sont blessés. La riposte est immédiate et brutale par le RICM. 5 jeeps et leurs assaillants sont mis hors de combat. Le chef de corps du 3 et le chef palestinien imposent un cessez-le-feu en arabe et en français. Mais des hommes armés continuent le combat. Un caporal-chef est blessé. L'adjudant Jean-André Santini est mortellement touché. Il faudra aller jusqu'à l'échange de prisonniers, paraît-il, pour récupérer le corps de l'adjudant ainsi que les 3 paras hospitalisés. Le colonel Salvan, lui aussi, a été touché. 18 impacts au bassin, aux jambes, à la face, au thorax. 18 mois dans les hôpitaux. Aujourd'hui, le général Salvan se trouve dans le très beau domaine des gueules cassées, pleines de pilons, avec son épouse Elvire. Et bien sûr, il a envoyé un message pour qu'il ait de cœur de pensée de prière avec nous ce matin. Depuis 1978, l'armée française est présente dans le Sud-Liban, à Nakoura en particulier, sous couvert de l'ONU. Mais aujourd'hui même, les soldats français se trouvent entre le Hezbollah et les Israéliens. En 1982, le Liban est ravagé par ces divers conflits, au nord comme au sud. Le président Bachir Gemayel est assassiné, son frère Amin le remplace. Mais devant la situation catastrophique du pays, il fait à nouveau appel à la France pour l'aider à retrouver la paix et à restaurer son autorité. Mais le 6 juin 1982, Israël envahit le Liban. Ce sera l'opération Paix en Galilée. En août, c'est l'opération Ebola, l'exfiltration par la mer de Yasser Arafat et de ses 14 000 Palestiniens. En septembre 82, l'armée israélienne entre à Beyrouth. C'est alors que les miliciens chrétiens en profitent pour entreprendre un massacre de Palestiniens à Sabra et Shatila. En 1982, le colonel Roubillac, au sein du 3e RPI, que nous entendrons tout à l'heure, nous donnant encore plus de détails que moi, il en est à son 2e séjour au Liban. Et il y reviendra une 3e fois en septembre 1983. Oui, il y a 40 ans cette année que le mouvement aéroporté d'Albi reprend pied à Beyrouth. 2000 parachutistes allogés dans les divers quartiers de la capitale. Une trentaine de postes avec des noms en rapport avec la mer. Drakkar, ces bateaux à voile et à rames qui faisaient des razzias régner la terreur dans les mers du Nord. Frégates près du Stade. Ces frégates
étaient nombreuses autour du porte-avions Clémenceau. Quelle force navale à hauteur de Beyrouth, qui confortait dans la confiance, dans la sécurité, les troupes de ce 4e mandat de la force militaire de sécurité à Beyrouth. Un premier mois de nos soldats presque calmes. Les missions sont nombreuses pour nos jeunes paras et il faut mettre un peu de confort et beaucoup de vigilance dans chaque poste. Tous les jours, nous allions encore faire des milliers de sacs de sable pour protéger les ouvertures. Nos paras sont heureux d'être là, ils ne voient pas le temps passer. Mais après quelques semaines, l'ambiance avec les militaires français se dégrade. La désinformation est incessante. ULM, plein d'explosifs, sur tel poste. Égouts piégés, sous telle unité. Mercedes bleu, allant de telle rue, pour faire exploser tel poste. Hélico avec charge sur l'état-major. Attentat prévu sur un poste de l'armée française. Mais lequel? Dimanche 23 octobre 1983, 6h05, je prépare sous ma tente la messe que je vais célébrer dans un poste. Une énorme explosion réveille toute la ville de Beyrouth. 4 minutes après, une deuxième explosion de même intensité. Le général vient sous ma tente. Drakkar, il n'y a plus rien. Nous partons ensemble sur les lieux. Le bâtiment de 8 étages n'est plus qu'un amas de décombres et de ferraille. Un brouillage, une odeur de béton, quelques flamèches. L'immense tristesse nous envahit, car nos paras sont en dessous. Quel sentiment d'impuissance! Nous n'avons que nos pelles US. Nous réussirons quand même à ressortir 12 camarades de cette lac de béton. Vous imaginez la peine immense de tous les paras, de l'armée française, des familles de la France. Nos soldats n'étaient là que pour aider à construire la paix dans ce Liban sans bien attendre d'autres. La première explosion touche le quartier américain. 241 tués. Le poste de Drakkar était proche de l'ambassade d'Iran. Un mois pour nous observer. Nous, on ne voyait jamais personne. Mais ce que nous avons su plus tard, l'Irak était en guerre contre l'Iran et la France avait fourni des avions Mirage à l'Irak pour bombarder l'Iran. Autre chose, le Shah d'Iran avait prêté plus d'1 milliard de dollars à la France et après sa mort, rien n'avait encore été remboursé. Moment extrêmement dur pour moi, car ces jeunes paras, sous les décombres de Drakkar, ils étaient de mon régiment, le premier régiment de chasseurs parachutistes et quelques éléments du 9 de Pau. Et j'étais avec eux lorsqu'ils ont été rejetés dans l'avion. J'étais avec eux à l'état, dans les marches, le semi-marathon, en Espagne, dans plusieurs départs à droite ou à gauche. Et nous avions fait la Saint-Michel avec cette même 3e compagnie du 1er CQ. Et ensemble, nous avions chanté « Mon Dieu, donne-moi la foi, donne-moi force et courage, donne-moi l'ardeur et la gloire du combat. » Un ennemi invisible, des tireurs
cachés derrière leur mur de béton, et aux 58 tués de Dakar viendront s'ajouter 10 autres camarades morts pour la France à Beyrouth, dont le jeune Philippe Chabra, et 3 marins tombés en mer en rejoignant de nuit en hélicoptère le porte-avions. Nous voici avec les premières fausses représailles, le raid de 8 super-étendards du porte-avions sur la caserne des Moussaouis dans la Beka en Syrie. Et le leader, au retour de sa mission, de décrire ce qu'ils ont vécu. Les premières paroles du leader de la patrouille de nous dire « Jamais nous n'aurions eu un tel déluge de feux d'artillerie et de missiles si en face l'ennemi n'avait été prévenu. » L'humiliation pour le général et pour nous tous. Le 21 décembre, je partais dans l'après-midi rejoindre un poste pour préparer Noël. Une énorme explosion. Je dis au conducteur, on ne va plus au poste qu'on avait dit, mais on va se diriger vers Frégate. Le PC, l'état-major du 3e RPIM et la CCS. Un cratère de plus de 5 mètres de profondeur sur la route, devant le poste. Le camion fou, cette bombe de 1200 kilos d'explosifs. Le conducteur a eu peur de mourir. Le véhicule va toucher le mur de sable et se coucher. Le jeune Philippe Chabra est sentinelle. Il a eu le temps d'avertir un camion sur moi et il a implosé. Des dizaines de civils tués et blessés. Parmi nos parents, nombreux sont les blessés dus aux éclats des vitres soufflées, des véhicules. À cause du souffle, on fait un vol l'année à des centaines de mètres. La charge était prévue pour anéantir tous les parrains de Frégate. Ces forces du mal espéraient que le jour de Noël, nous pleurions nos morts et pensions nos blessés. Elles ne connaissent que la violence. Et elles ne savent pas que nous avons des protecteurs. L'enfant de la crèche de Noël, 3 jours après. Et puis Saint-Michel, le patron des parachutistes. Oui, le première classe Philippe Chabra est mort pour la France au Liban, pour la paix dans cette région, pour la liberté de ces populations qui souffrent tant. J'ai pu rejoindre le soir même le poste de Frégate, apprécier les ordres clairs du colonel Roudillac des cadres, le calme des vieilles troupes qui en ont vu d'autres. J'ai essayé de partager avec eux tous ces moments, les aider à remettre un peu d'ordre dans le poste, à balayer tous ces morceaux de verre, avoir des nouvelles des blessés hospitalisés. Le soir du 24 décembre, à la messe de Noël, il y avait plein d'autorités civiles, militaires, religieuses. J'ai rendu grâce à Dieu, à l'enfant de la crèche, d'avoir protégé les parachutistes de Frégate. J'ai pu confier à la tendresse de notre Père du ciel les 71 camarades qui ont versé leur sang sur cette même
sainte que celle de Jésus-Christ, qui lui aussi a donné sa vie pour l'humanité. Je les ai tous remerciés, car ils ont eu la force et le courage d'aller jusqu'au bout. Et comme le Christ nous le disait, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. De nouvelles représailles ont été prévues par Paris contre l'ambassade d'Iran. Nouvelles humiliations pour le général, pour la force de sécurité afghane. Nous savons que le sang de nos jeunes parents n'a pas été versé pour rien. Répandu sur cette terre libanaise, ils ont semé partout des graines de paix, de liberté, de bonté et d'amour. Un jour ou l'autre, entre les mains du Seigneur, ces semences fleuriront en abondance, en espérance. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Le jeune parent, Philippe Chabra, et ses 70 camarades, Alain Godévis, Jean-André Santi, sont morts pour la France. Ils nous laissent un héritage. Il y a 40 ans, ils ont été dans les premiers à subir cette fureur islamique qui n'a jamais cessé depuis, apportant partout sur son passage larmes, souffrance, deuil. Alors nos jeunes nous supplient. Ils supplient tous nos responsables d'ouvrir enfin les yeux, de parler et d'agir en vérité. Vous étiez quelques 300 bérets rouges à défendre avec le maire des Sables d'Olonne la présence de notre saint patron Michel au milieu de la cité des Sables. Oui, vous étiez un homme immense et vous avez réussi à montrer que vous êtes une force et que vous ne voulez pas que subir tout ce qui se passe dans notre pays. La France reste un grand pays, fille aînée de l'Église, un phare pour les nations du monde. Elle attire parce qu'elle est généreuse, mais elle n'a pas que des amis. Certaines veulent voir son influence s'amoindrir ou même disparaître. Comme l'ont fait nos jeunes parents, la France mérite d'être préservée, protégée. Alors ils nous disent, ne versons pas dans le pessimisme, soyez toujours unis, participez à vos grandes réunions comme vous le faites aujourd'hui pour cette journée du souvenir, relevez la tête, allez de l'avant comme vous l'avez si souvent entendu quand vous étiez sous l'uniforme. Oui, nos parents nous rappellent qu'il y a eu un triste passage à Beyrouth, un décalage trop flagrant entre la complexité de la situation et la pauvreté des conceptions stratégiques opérationnelles. Il nous a été impossible de contrecarrer des organisations et des États hostiles. Nous n'étions pas en guerre, nous étions venus pour la paix. Les anciens parents qui ont servi la France, souvent dans des combats aussi difficiles, joignent leur voix à celle de nos jeunes parachutistes. Oui, ayez confiance, n'écoutez pas la voix de la facilité et de l'abandon. Notre vieux monde ne meurt pas, notre civilisation ne meurt pas. La France est immortelle, mais elle a besoin de chacun, de chacune d'entre nous. Elle a besoin de votre espérance en l'avenir, de votre foi, de votre courage. Oui, Seigneur, mon Dieu, donne-moi et la force et la foi
donne-moi et la